Lors de la réception donnée par l'ambassadeur de France en Israël en l'honneur de la visite des représentants du consistoire juif de France, le grand rabbin Yosef Sitruk s'est adressé à l'ambassadeur, enfin rhéteur et homme d'humour qu'il est. Une demande très officielle en tant que grand rabbin de France. N'oubliez pas de rester poli. C'est vrai, parce que quand on est en Israël, on a tendance à ne pas prendre des gants, vous voyez ce que je vous dis. Quelqu'un vous bouscule dans la rue, c'est tout de suite, tout juste si vous ne devez pas lui demander pardon. Les Israéliens ont peut-être oublié la politesse parce qu'ils avaient d'autres priorités. On peut les comprendre. Quand on est un pays aussi petit, chargé de tant de responsabilités, entouré de tant d'agressivité, quand on a dû avoir à mener 5, 6 ou 7 guerres de défense, toutes les guerres israéliennes ne sont que des guerres de défense, on a peut-être d'abord pensé à sa sécurité, à sa survie, avant de penser aux civilités. Et moi, je suis persuadé, en tant qu'homme et rabbin, que l'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi congédier le derech eretz, comme on dit en hébreu, la politesse, quand on doit faire quelque chose d'important? Alors peut-être que l'un des génies de la France, qui est un pays de grande civilité, ne resterait pas présent ici. Peut-être qu'une de vos missions consisterait à essayer de montrer aux Israéliens le chemin du derech eretz. Vous allez vous faire chahuter, c'est pas grave. En un mot, monsieur l'ambassadeur, un deuxième conseil que j'aimerais vous donner, il doit se dire il est gonflé le grand rabbin. Il vient ici. Il me donne des conseils. J'ai pas fini, attendez. J'ai déjà repéré la sortie de secours, c'est pour ça. Vous dire que, indépendamment de cet apport un peu superficiel, je crois que la France peut apporter beaucoup à Israël. D'un point de vue du génie commun. J'ai souvent dit dans des hémicycles, récemment d'ailleurs, que le judaïsme français a quelque chose de spécifique, c'est qu'il est unitaire. En France, nous n'avons pas comme ici, par exemple, un grand rabbin séfarade et un grand rabbin ashkénaze. Pourtant, nous avons en France des séfaradim et des ashkénazim. Nous avons des religieux, des pas religieux. On est tous une même famille. Le judaïsme français a ceci de caractéristique, c'est que nous sommes tous unis autour de nos valeurs. Pourquoi? Parce que nous avons appris ceci de la France. En effet, vous allez apprendre bientôt l'hébreu de façon approfondie, et vous verrez qu'en hébreu, comment on dit la France? Tzarfat, pas mal. Attendez, je vais le coincer. Et qu'est-ce que ça veut dire Tzarfat, monsieur l'ambassadeur? Ah là, j'étais sûr. Rassurez-vous, personne ne le sait. En fait, Tzarfat vient d'une racine hébraïque tsaref, qui veut dire uni, unifié. La France est finalement un pays qui a une force considérable, c'est qu'elle est capable d'intégrer, d'assimiler tous ceux qui viennent en elle. Comme on fait fondre les métaux, comment ça s'appelle? Creuset. Un creuset. Et il comprend le français pas mal. Vous avez de le dire, monsieur l'ambassadeur. La France est le creuset des civilisations. Et à ce titre-là, elle peut apporter une dimension de cet universalisme qui est finalement le message de la Torah, premier. On oublie tous, surtout les autres d'ailleurs, que c'est quand même la Torah qui est la première à parler de l'unité du genre humain. Adam et Ève, il n'y en avait pas 10, il n'y en avait qu'un. Une femme, un homme, qui ont donné naissance à l'humanité entière. Les thèmes peuvent être développés à l'infini, mais j'étais heureux il y a quelques années lors d'une conférence à l'école supérieure de commerce de Paris, d'être à côté d'un grand anthropologue français qui a été celui qui a découvert les ossements de celle qu'il a appelée Lucie, qui est en fait les restes humains les plus anciens qu'on ait pu trouver dans le monde, et qui développait l'idée, scientifiquement, que toute l'humanité serait issue d'une seule matrice. C'est-à-dire c'est une femme
et une seule, qui a donné naissance à toute l'humanité. Ce n'est pas la Torah qui le dit, c'est les savants aujourd'hui. Mais nous, on l'a dit avec 3000 ans d'avance. Alors vous êtes dans un pays dans lequel on a toujours de l'avance, monsieur l'ambassadeur. Les Juifs sont dans l'avance sur tout le monde. Puisqu'on a, avec gravité, Joël et vous-même avez évoqué l'antisémitisme. Moi, l'antisémitisme m'a toujours fait rigoler. Non, c'est vrai. D'ailleurs, dans la synagogue où je suis, je fais toujours une minute de silence pour les antisémites. Non, je vais vous dire pourquoi, parce qu'ils se fatiguent pour rien. Moi, j'ai de la peine pour eux. De toute façon, Israël, Am Israël Hay. Personne ne pourra attenter à Israël. Nous sommes un peuple qui a un contrat avec Dieu. Donc, tous ceux qui veulent nous détruire, ils payent le prix, sans succès. Ceci étant, nous n'avons pas la prétention d'être des gens exemplaires, loin de là. Mais malgré tout, en Russie, vous savez qu'il y a eu des moments très très durs pour les Juifs lors de la Russie soviétique. Et on racontait une histoire alors. Il y avait devant une boulangerie, à l'époque où le pain était rationné, une file de gens impressionnante qui y attendaient. Puis au bout d'un moment, le préposé de la distribution du pain demande, avec une voix tonitruante, qui est juif ici? 2 ou 3 mains se lèvent, sortez des rangs, ils sortent des rangs, rentrez chez vous. Ils rentrent chez eux, les malheureux. Il n'y a pas de pain, on leur dit. Au bout de 2 heures d'attente, le même monsieur crie très fort à tout le monde, rentrez chez vous, il n'y aura pas de pain aujourd'hui. Dans la foule, tout le monde crie, encore une fois, c'est les Juifs qui le savaient les premiers. C'est comme ça que ça se passe. En d'autres termes, quand on a affaire à un peuple qui a une longueur d'avance, il vaut mieux être avec lui que contre lui. Parce que, comme vous le dira brillamment notre vice-président, M. Hamar, c'est quoi la réussite économique? C'est avoir les bonnes informations 5 minutes avant les autres. C'est vrai. Ça s'appelle un délit d'initié. Nous sommes, si vous voulez, coupables depuis 3000 ans de délit d'initié. On sait va où le monde et on le sait d'avance. Pourquoi on n'est pas plus intelligent que les autres? On a juste reçu un SMS. Il y a 3313 ans, s'appelle la Torah, du grand patron, qui nous a donné l'expression de sa volonté, et depuis, on le suit. Et on le suit parce qu'on l'étudie. Les Juifs sont des gens qui travaillent. Lorsque j'étais tout jeune rabbin, je suis toujours jeune et rabbin, mais enfin à l'époque j'étais vraiment très très jeune, j'avais 26 ans, c'était mon premier poste à Strasbourg. Le grand rabbin Warshawski, à la Vacham, qui est décédé il y a peu de temps, m'avait demandé de le remplacer, dès mon arrivée, à une soirée de dialogue judéo-chrétien. Et je devais développer devant une assistance un peu, on va dire, informée, l'explication juive de Bereshit, du début de la Torah. Et il y avait là, bien évidemment, des nombreux chrétiens. Et j'ai expliqué pendant un long moment, c'était l'objet de ma conférence, comment nous comprenons Bereshit. Il y avait une bonne sœur au premier rang qui a écouté ma conférence avec une attention soutenue, qui au bout de mon propos me dit comme ça avec un air tellement candide que je ne l'ai pas oublié. Elle me dit, monsieur le grand rabbin, mais d'où savez-vous, monsieur le rabbin, d'où savez-vous tout ça? Vous êtes inspiré? Me demande-t-elle. J'ai dit, non madame, je me couche tard et je me lève tôt. Et vous savez, chez les Juifs, il n'y a que des chefs. Je dis souvent, mes amis le savent, quand je vois un Juif, je dis bonjour monsieur le président. Il me dit, mais je ne suis pas président. Je dis, vous serez un jour président. Donc méfiez-vous, je vous donne un bon conseil. Deuxième conseil pour ne pas faire de bêtises ici, quand vous voyez un Juif, dites monsieur le président. Enfin, pour être plus sérieux, je voudrais terminer en vous disant que, sincèrement, votre venue ici à ce poste stratégique et clé de la diplomatie française est pour nous porteur d'espoir. Parce que nous avons eu le sentiment que vous êtes un homme ouvert aux réalités du peuple juif, admiratif d'Israël et sincèrement convaincu de la nécessité d'une politique plus équilibrée à l'égard d'Israël. Et je crois qu'elle va dans le sens de l'intérêt des deux pays. Je ne plaide pas la cause d'Israël, ni celle de la communauté, mais celle de la France. J'ai dit, et votre conseiller était avec nous à la Knesset,
j'ai dit que j'ai trouvé quand même extraordinaire que Napoléon, qu'on a évoqué tout à l'heure, ait cru bon nommer le premier grand rabbin, Rav David Insheim, grand rabbin de France. Alors que, ici en Israël, quand j'arrive, on m'appelle Arav Arachid Yehoudé de Sorfat. Traduction. Grand rabbin des Juifs de France. Des Juifs de France, c'est plus logique. Et en fait, non, Napoléon estimait que le grand rabbin, il est le grand rabbin de France. Quand je rencontre un monsieur dans la rue, je dis, je suis votre rabbin. Même si vous ne le voulez pas, je suis votre rabbin, je suis le rabbin des Français, non pas des Juifs. Voilà pourquoi c'est au nom de la France que je viens plaider auprès de notre ambassadeur pour lui dire, monsieur l'ambassadeur, essayons de ne pas rater cette chance de rapprocher deux pays, deux génies, deux civilisations tellement proches qu'elles n'ont aucune raison de se séparer. On compte sur vous pour qu'on ne soit jamais obligé de choisir, nous les Juifs, entre notre père et notre mère. Merci.